Donc, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous remercier pour l'invitation à venir présenter mes travaux, même si l'invitation n'était pas directement destinée à moi dans un premier temps, mais plutôt à mon étudiante en thèse, Charlotte Bichara, qui est maintenant en postdoc. Ça marche? Non, je fais tout avancer, d'accord. Et le pointeur, c'est en haut. Donc, étudiante qui est partie en postdoc et qui donc ne pouvait pas venir aujourd'hui présenter ses travaux. Donc moi je suis une chercheuse neurophysiologiste de recherche fondamentale vraiment, mais on a développé, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur le système sensorimoteur, les neurones corticospinaux. Et donc, on a développé une étude avec une postdoc, Junoen Moreno-Lopez, et cette étudiante, Charlotte Bichara, où on a développé certains outils pour étudier les neurones corticospinaux. Et il se trouve que dans le comité de thèse de Charlotte, on a une certaine Caroline Roux, que beaucoup d'entre vous connaissent, et qui donc m'a fortement incité à regarder et un peu appliquer tout ce qu'on faisait sur le neurone corticospinal quand nous regardait en situation physiologique, plutôt dans le modèle SLA. Et effectivement, c'est ce qu'on a fait. On a demandé une aide à l'ARSLA pour le faire. Et donc, je vais vous présenter ces travaux-là. Mais je vais commencer par vous présenter les travaux, la première partie de l'étude sur les neurones, sur les souris contrôle, parce que je pense que ça va vous intéresser. Et ça va vous présenter aussi les outils de la deuxième partie. Donc, les neurones, le système corticospinal en général, quand on y pense, il y a une première fonction qui vous vient sans doute à l'esprit, à moi aussi quand j'ai commencé cette étude, c'est la fonction de relais de la commande motrice. Donc même, je dois préciser, on travaille chez la souris au niveau lombaire, donc sur les pattes postérieures, le contrôle des pattes postérieures. On sait bien chez la souris qu'il n'y a pas de connexion directe corticomotoneuronale, mais c'est quand même bien caractérisé que c'est impliqué dans la commande motrice, en particulier pour les mouvements fins, et la souris aussi est capable de faire des mouvements assez fins avec ses pattes avant. Pour ce qui est des pattes arrière, puisque nous on s'intéresse à la moelle lombaire, là le rôle est pas très clair, on pense même que ça n'a pas forcément un rôle dans la locomotion classique, il n'y a pas besoin d'un cortex pour faire de la locomotion, peut-être pour des mouvements un peu plus fins, des locomotions fines, on va dire. Il y a peut-être une autre fonction que vous connaissez moins bien, que moi je connaissais moins bien en tout cas quand j'ai commencé à travailler là-dessus, c'est le contrôle sensoriel qui est fait par le cortex. En fait, on est bombardé d'entrées sensorielles, mais la plupart de ces entrées sensorielles, on n'en a pas conscience. Alors, c'est pas juste qu'on n'en a pas conscience parce que ça n'arrive pas au cortex, c'est inhibé à différents niveaux de la voie ascendante sensorielle, y compris dès l'entrée des informations sensorielles dans la moelle épinière, et la voie corticospinale, elle est impliquée dans cette inhibition. On pense que ça va permettre d'inhiber toutes les entrées sensorielles qui sont attendues, qui ne sont pas forcément pertinentes, pour laisser au contraire passer les informations qui sont inattendues et qui vont nécessiter une correction du mouvement. Donc on est bien dans le contrôle du mouvement, mais on n'est pas dans la commande motrice. D'accord ? Et donc la question qu'on a posée, c'est quel est le rôle de la voie corticospinale, quelle est la part de ces deux fonctions dans la voie corticospinale lombaire, et est-ce que ça implique les mêmes réseaux sous-jacents ? Donc on a toujours fait les deux choses en parallèle. Pour le contrôle moteur, on a effectué des enregistrements EMG, et pour les aspects de contrôle sensoriel, on a effectué des enregistrements de racines dorsales. Et donc une dépolarisation à ce niveau, ça veut dire que le cortex induit un contrôle des informations sensorielles. Tout d'abord, on a regardé au niveau du cortex où se situaient, quels étaient les neurones qui pouvaient faire ces deux fonctions. Donc c'est des souris transgéniques qui ont la channel rhodopsine un peu partout dans le cortex, et on stimule avec la lumière du coup les différentes zones du cortex, et on fait une cartographie, et on voit que finalement la zone qui induit une commande motrice et la zone qui induit un contrôle sensoriel, c'est la même zone qui est à la frontière entre M1 et S1. Chez la souris, on va parler de cortex sensorimoteur, c'est pas bien défini la différence S1-M1, surtout pour la patte arrière. Par contre, dans ces souris qui ont la channel rhodopsine partout, c'est pas seulement dans les neurones corticospinaux. Donc ça ne veut pas dire que c'est du corticospinal. Ce qu'on a regardé jusqu'à maintenant, c'était juste une stimulation du cortex. Donc pour savoir si c'est du corticospinal, on fait une lésion de la voie corticospinale, c'est une pyramidotomie.
Et là, on voit que le contrôle sensoriel, hein, les racines, dépolarisation des racines dorsales, est complètement perdu quand on laisse la voie corticospinale. Hein, on perd tout. Donc, la première conclusion, c'est que le contrôle sensoriel, il passe exclusivement par la voie corticospinale. On a fait la même chose avec les enregistrements d'EMG. On a bien un EMG quand on stimule le cortex. On a quasiment le même EMG quand on bloque la voie corticospinale. Donc ça, c'était un petit peu surprenant. On s'attendait quand même à ce que le corticospinal fasse un contrôle moteur. Alors, il y a peut-être quelque chose de caché ici. C'est ce qu'on a voulu voir. Hein. Il y a une petite baisse qui est non significative. Donc, c'est ce qu'on a voulu voir cette fois-ci avec un autre outil en prenant des souris où on injecte un virus rétrograde qui encode pour la channel rhodopsine. Donc, on est toujours dans de l'optogénétique. Et on va les stimuler dans le cortex. Donc, on a bien quelque chose de spécifique au debout en stimulant dans le cortex après une injection rétrograde. On ne stimule que, cette fois-ci, les neurones corticospinaux. Quand on ne stimule que les neurones corticospinaux, on a bien une contraction motrice, on était soulagé, et elle est complètement perdue après pyramidotomie. Donc la conclusion, c'est que le gros de la commande motrice, on est chez la souris, le gros de la commande motrice, quand on stimule cette région corticale, ça va passer par des voies non corticospinales. Mais par contre, la voie corticospinale, quand on ne regarde que elle est quand même capable de faire une commande motrice et ça passe bien par la voie corticospinale. Ensuite, on a voulu savoir les neurones sous-jacents au niveau spinal. Donc pour ça, on a développé une approche intersectionnelle que je n'ai pas le temps de vous développer, mais l'idée, c'est qu'on est capable d'avoir la channel rhodopsine exclusivement dans les neurones qui reçoivent, qui sont la cible de la voie corticospinale. Et cette fois-ci, on va aller stimuler au niveau de la moelle épinière. Donc quand on fait ça, quand on stimule les neurones cibles de la voie corticospinale au niveau lombaire, on a bien le contrôle sensoriel, la DRP. Donc on sait que ça passe par la voie corticospinale, le contrôle sensoriel, et ça passe par une population de neurones qui se situe au niveau lombaire. On a fait la même chose pour les EMG, et on stimule ces neurones, les mêmes neurones, c'était les mêmes animaux, et cette fois-ci, on n'a absolument pas de commande motrice. Donc la voie corticospinale, on sait qu'elle est capable de faire la commande motrice, mais ça ne passe pas par des neurones lombaires. Et donc notre hypothèse, c'est que ça passe par des neurones à un autre segment, et en fait, il y a d'autres papiers qui vont aussi dans le même sens, vraisemblablement par des neurones cervicaux. Et donc ça serait, pour ce qui est de la commande motrice, complètement indirect, ou alors indirect en passant par un étage, par exemple cervical, ensuite relayé en lombaire. Et donc la conclusion de cette étude, c'est que la voie corticospinale lombaire, son rôle principal, c'est de faire du contrôle sensoriel. Du coup, avec ces différents outils, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe dans le cadre de la SLA ? Donc dans le cadre de la SLA, pour se focaliser vraiment sur les neurones corticospinaux, on a pris l'approche des virus rétrogrades qu'on injecte dans la moelle épinière et on stimule dans le cortex. Et on a fait ça sur des souris SOD1 G93A et les wild type à un stade présymptomatique. Là, il faut que je précise que ce financement est arrivé, c'était pile poil le début du Covid et le premier confinement. Donc ça a un petit peu limité, enfin on a vu nos ambitions à la baisse concernant ces manips. On avait prévu d'autres stades. Voilà, donc c'est P50. Donc ce qu'on a fait, c'est encore une fois les EMG, les enregistrements de racines dorsales. On a aussi fait des enregistrements de la volée descendante. Là, on pose juste une électrode boule à la surface de la moelle épinière. Chez la souris, le corticospinal, ça passe au milieu de la partie dorsale de la moelle. Et là, on arrive à voir juste le flux qui passe du corticospinal. Ça donne une idée de la fonctionnalité de la voie corticospinale. Et on a fait aussi, à chaque fois, un contrôle histologique. Ça, l'intérêt, c'est que on va vouloir comparer l'intensité des signaux dans différents animaux et tout repose sur des injections virales qu'on a fait dans la moelle épinière qui vont peut-être infecter des zones différentes du cerveau d'un animal à l'autre, une étendue différente. Donc on avait besoin vraiment de ce contrôle histologique. Là, on voit les neurones corticospinaux marqués et le type d'analyse qu'on fait pour vraiment quantifier l'étendue de l'infection.
Une autre considération méthodologique qui nous a limité en fait quand on est passé au souris SOD, c'est que on commence par l'enregistrement d'EMG pour lequel il faut une anesthésie très légère, sinon on n'arrive pas chez l'animal anesthésie, enfin entre nos mains en tout cas on n'a pas réussi. Donc avec une kétamine xylazine on y arrive. Après on commence à faire une chirurgie qui va être une chirurgie lourde pour faire, on ouvre complètement, on met à nu la moelle épinière, donc c'est plus gérable en anesthésie légère. On passe en isoflurane, en anesthésie lourde. Et cette transition d'anesthésie se faisait très bien dans nos mains avec les souris CD1 qu'on était habitués à utiliser. Quand on a utilisé les souris SOD avec ce fond mixte Black 6, on a eu des pertes, on a eu pas mal de pertes à ce moment-là. Ce qui fait que je ne vous présenterai pas de données DRP parce qu'en fait, on les a pas eues. Dans l'ordre, c'était les EMG, puis les volets afférentes, puis les DRP, et on a eu trop de pertes, on n'a pas assez d'animaux pour les DRP. Donc, 2 séries de résultats. Pour ce qui est de la volée descendante, on n'a pas de différence dans le pic de l'amplitude de cette volée descendante. On n'a pas de différence non plus dans la cinétique, dans la latence. Et quand on contrôle avec l'étendue d'un point de vue histologique, on n'a pas de corrélation. Donc là, on est à P50 et on compare les SOD et les sauvages. Et en fait, on a un peu le même type de résultat pour ce qui est des EMG qu'on a pu mesurer. On n'a pas eu de différence, c'est des l'air sur la courbe qu'on quantifie ici, et on n'a pas de différence et pas non plus de corrélation avec l'air infecté. Donc nos conclusions pour cette partie de l'étude qui a été donc un peu raccourcie par rapport à ce qu'on avait prévu, c'est que à P50, on ne voit pas de différence ni dans la fonctionnalité, ni dans l'intensité, on va dire, de la commande motrice relayée par la voie corticospinale chez les souris SOD et les souris wild type. Évidemment, on a envie de continuer sur la lancée, faire les enregistrements DRP qu'on n'a pas réussi à faire dans ce temps, regarder différentes étapes. Mais surtout, ce qu'on fait dans la branche physiologie de l'équipe, c'est qu'on a arrêté un peu le modèle anesthésié et on passe maintenant sur un animal éveillé et on enregistre chez l'animal éveillé les neurones corticospinaux. On sait que c'est eux grâce à de l'optotagging et encore une fois de l'optogénétique. Et on fait aussi de l'analyse très fine du mouvement par motion capture. Et l'idée, c'est d'essayer de combiner, de corréler l'activité des neurones corticospinaux avec certaines locomotions qui sont des locomotions plus fines, par exemple sur des échelles de barreaux où il manque des barreaux, des choses où l'animal va faire une locomotion, mais pas aussi facile que sur le sol. Il va y avoir des choses inattendues. On pense que le cortex va être impliqué. Et regarder aussi l'impact des inhibitions des neurones corticospinaux sur ce comportement et de le faire chez les souris SOD. Et ça va être possible parce que donc, le nouveau thésard, c'est Gilles Delbecq, a lui aussi obtenu un soutien de l'ARSLA. Donc merci doublement pour ce soutien qui va nous permettre de regarder un peu toutes ces questions que nous on se pose au niveau fondamental dans le modèle SLA. Et je vous remercie pour votre attention. Ça, c'est les autres membres de l'équipe. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Pascal. Oui, je me posais la question, c'est un très joli travail. Pourquoi, est-ce que vous avez regardé à P50 la voie qui n'est pas corticospinale, celle qui... D'accord. Non, il faudrait... Sur la souris SOD. Il faudrait faire des injections spécifiques pour... ou alors enregistrer... il y a le rubrospinal qu'on pourrait regarder, mais il faudrait aller stimuler dans le noyau rouge, c'est un peu plus profond. Et aussi ma deuxième question, pourquoi vous avez regardé à P50 spécifiquement? Alors on avait prévu un vrai contrôle à P30 et puis un présymptomatique très précoce, P50, et puis un présymptomatique plus juste, P70, et puis finalement, c'est juste que... Voilà, on n'a pas réussi à faire tous les... On n'avait pas les animaux, en fait, pour faire tous les groupes. Je vais en profiter. J'ai une question par rapport au processing des informations sensorielles. Il y a un facteur, il y a un élément qui n'est pas mentionné, c'est le cervelet, qui projette aussi en ME, en fait. Oui.
Alors, je suis dans une équipe cervelet, donc je suis très au courant du cervelet. Oui, en fait, c'est une boucle. Hein. Donc, on a le corticospineux, on a le spinocérébelleux, on a le cortico-pontocérébelleux. Nous, on n'a pas commencé, enfin, on ne s'est jamais posé la question du cervelet dans SLA, mais je commence à me dire qu'il faut qu'on le fasse. Vous avez des suggestions en particulier de choses à regarder? Alors, on vient de lever une ANR avec Pierre-François sur le cervelet dans la SLA, donc on pourra discuter, je pense. Ouais. Donc, si j'ai bien compris, tu n'as pas dissocié stimulation purement du cortex somesthésique et purement du cortex moteur Alors, en fait, on se place toujours à l'endroit qui est celui que nous, on a vu avec notre cartographie dans nos animaux, qui est celui où, quand on stimule, c'est le même endroit. Quand on stimule, on a une commande motrice, on a l'EMG et on a le DRP. C'est la même zone. Ouais. Donc, c'est là qu'on stimule. D'après l'Atlas, c'est du S1, M1, enfin voilà. Ouais, c'est à la jonction. Alors ma question, elle porte sur les interneurones, parce que tu as montré qu'au niveau cervical, tu as un relais interneuronal avec des projections longues. Est-ce que tu sais si ces interneurones ont été caractérisés? En fait, j'ai en tête le système propriospinal. Oui. Donc, c'est ce type d'interneurones ou pas? Oui, tout à fait. Ce sont des propriospinaux. Nous, on ne les a pas regardés. Nous, tout ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas au niveau lombaire. Après, il y avait un autre papier qui étudiait des choses un peu similaires, mais ex vivo. Mais en tout cas, eux, ils montraient que le relais de la commande motrice de la patte avant, enfin, c'était pas tout à fait la même zone du cortex, ça passait par un relais cervical pour aller ensuite vers le lombaire. Donc ça, c'est très joli parce que nous, on a des données sur le propriospinal chez les patients et ça colle aussi. C'est fortement altéré, ouais. En fait, il y a un mécanisme de compensation, en fait. Et faut qu'on en discute. Ouais, faut qu'on discute. Et sinon, au niveau lombaire, donc tu as dit que c'était plutôt le gating sensitif. Ouais. Est-ce qu'on sait quel type d'interneurones sont la cible de ces Est-ce que c'est plutôt la corne dorsale, zone intermédiaire? Oui, alors je l'ai pas. Dans le papier, il y a une analyse là-dessus quantitative. C'est ce que j'ai dû enlever parce que c'était deux histoires en 10 minutes, ça faisait trop. On a mappé, on a fait une cartographie vu qu'on a l'outil transsynaptique. On a fait une cartographie des cibles. Donc c'est très corne dorsale. Et en fait, le point de départ de toute cette étude, c'est que c'est très corne dorsale. Moi, je viens de la corne dorsale à l'origine, sensorielle, et c'était ça qui m'interrogeait, c'est pourquoi est-ce que quelque chose qui fait du moteur est à ce point-là sur le corne dorsale. Bon, après, il y a de l'interaction dorsale ventrale pour le moteur, c'est possible, mais c'était vraiment le point de départ, c'est ça. C'est que c'est très corne dorsale. C'est que 16% de GAD65, on sait que les GAD65 sont présynaptiques des fibres afférentes qui tapent sur les motoneurones, donc ça collait. Oui, tout à fait. Juste un petit commentaire, mais Véronique l'aurait dit comme moi, mais ce qu'on pense, c'est que ça a des implications en termes de rééducation des patients. Ce que j'ai appuyé. Oui, on pense que ça a des implications en termes de rééducation des patients et sur la rééducation proprioceptive, quelque chose qui n'a pas du tout alors que été exploré chez les patients. Je me demandais s'il y avait des paradigmes expérimentaux de stimulation sensorielle pour lesquels vous pourriez voir s'il y a un effet de stimuler le système sensitif. Ce qui me passe par la tête là, mais... Alors là, oui, on n'est pas... Oui, je ne saurais pas dire. Il faudrait voir. Encore une fois, on est sur du S1, mais on n'est pas sur la partie qui reçoit les informations sensorielles. On est plutôt sur la partie qui contrôle la sortie motrice et le sensoriel par la même occasion, les entrées sensorielles.